Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la CAP qui hausse le ton après le constat de ce qu'il appelle des assauts répétés que l'État du Sénégal fait subir à la presse après l'arrêté publié en date du 22 avril doublé d'une assignation de la DSC ordonnant la cessation immédiate d'activité des entreprises de presse. Ces explications à suivre dans cette nouvelle édition du soir. Et puis Seydi Gassama, de connivence avec le directeur régional d'Amnesty International par intérim, Marceau Sivied, a abordé les questions d'actualité liées au Sénégal, au Sahel, au Tchad, au Burkina Faso et au Mali, en procédant au lancement du rapport annuel 2024-2025. Vous suivrez leur intervention dans cette édition du soir. Et puis, en prélude de la préparation de la saison hivernale, l'ANAS, sur la présidence de son ministre de tutelle, a lancé ce jour une cérémonie officielle des opérations pré-hivernales. Beaucoup d'activités sont en vue afin d'obtenir des résultats probants, selon Cheikh Tidiane Dièye, que je vous proposerai d'écouter dans cette édition. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. De nous rester fidèles, je vous l'annonce en titre. Ibrahima Lissa Faye, le coordonnateur de la CAP, a constaté sans s'émouvoir les assauts répétés que le secteur des médias sénégalais subit depuis mai 2024, pointant du doigt le gouvernement du Sénégal et ses démembrements, avec à la clé la publication de son arrêté. L'arrêté du 22 avril 2025 011 059 doublé d'une assignation de la division de la surveillance du territoire ordonnant la cessation immédiate d'activité des entreprises de presse jugées non conformes. Face à la presse, ce mardi, la CAP lance un plan d'action urgent incluant recours juridique et mobilisation nationale pour défendre la liberté de la presse. Ibrahima Lissa Faye s'est exprimé au micro d'Aïssa Touba. De 10 mois, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a décidé de passer à la vitesse supérieure, avec à la clé la publication de son arrêté du 22 avril 11059, doublé d'une assignation à la direction de surveillance du territoire portant cessation immédiate d'activité des entreprises de presse déclarées non conformes au code de la presse. Pour le moment, une vingtaine ou une trentaine de responsables des médias ont été convoqués dans les locaux de la DST pour se voir délivrer la dite assignation, et dans les prochaines heures, d'autres vont suivre parce que plus de 200 voire 300 médias devraient être concernés par la mesure. La coordination des associations de presse, en estimant que les journalistes, techniciens et acteurs des médias ne peuvent plus rester les bras croisés face à ces nombreux assauts injustifiés du pouvoir, elle appelle tous les membres des différentes organisations à se mobiliser pour faire face à ces multiples forfaitures. Un formulaire est lancé à partir d'aujourd'hui pour répertorier toutes les entreprises de presse déclarées non conformes, les accompagner avec des avocats, et tous les responsables des médias sont appelés à déposer individuellement le même jour un courrier, un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. La CAP a ainsi décidé, dans le cadre de son plan d'action, d'initier une série de rencontres durant tout le mois de mai, et ce en synergie avec les organisations syndicales, le patronat sénégalais, les organisations de défense des droits de l'homme, les membres de la société civile et d'autres entités remarquables de ce pays. Une série qui sera bouclée par un sit-in devant les locaux du ministère de la Communication. Amnesty International a procédé ce mardi au lancement officiel du rapport annuel
2024-2025 de la situation du pays, mais aussi de l'Afrique en général. Seydi Gassama a fait un exposé sur l'actualité phare de l'année au Sénégal, suivi de celui du directeur général Marceau Séviette par le directeur régional par intérim, de l'Amnesty International. Il a abordé les questions liées au Sahel, au Tchad, au Burkina Faso, sans oublier le Mali. Nous l'écoutons au micro d'Amsatou Gano. Comme vous le savez, la région continue d'être déchirée par des situations de conflit, que ce soit dans le Sahel, en République centrafricaine, ou encore autour du lac Tchad, mais également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et dans ces contextes, des groupes armés continuent de commettre de graves exactions contre les populations civiles. C'est le cas notamment au Sahel, où des groupes armés comme l'État islamique ou le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, continuent de commettre de graves exactions contre ces populations locales, notamment des attaques illégales, des destructions de biens, mais aussi des pillages ou encore des entraves à la délivrance de l'aide humanitaire. Deuxième problématique que j'aimerais aborder et qui a un lien avec la première, c'est aussi donc, cette vulnérabilité économique et sociale de millions de personnes dans la région. Et je pense évidemment aux plus de 10 millions de personnes déplacées et de personnes réfugiées du fait des conflits. Mais on peut aussi élargir et parler de 57 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale qui sont aujourd'hui en insécurité alimentaire, notamment du fait des conflits, mais aussi du fait de l'inflation, du fait aussi des effets du changement climatique. On a vu l'année dernière d'importantes inondations dans plusieurs pays, y compris par exemple au Tchad, qui ont affecté des centaines de milliers de personnes, mais également une insécurité alimentaire liée à la malgouvernance ou la corruption. La question des prisons au Sénégal qui reste surpeuplée, c'est vrai que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour construire de nouvelles prisons, nous en avons conscience. Aussi bien à Fatick, une nouvelle prison va être inaugurée prochainement. À Sibirota, on construit une autre prison. Mais les prisons sénégalaises restent vétustes, elles datent toutes de l'époque coloniale et elles ne sont pas propices à garantir la santé, n'est-ce pas, des détenus. Au-delà, évidemment, des problèmes de nutrition et de soins médicaux. L'État du Sénégal doit aller dans le sens de décriminaliser, supprimer les peines de prison pour toutes les infractions liées à la liberté d'expression. C'est cela que demandent toutes les instances onusiennes de défense des droits humains. Prévention des inondations, une cérémonie de lancement officiel des opérations pré-hivernales s'est tenue ce mardi 29 avril 2025 par l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. Cette importante activité vise à réduire les risques d'inondation durant l'hivernage. D'ailleurs, ces opérations de curage des canalisations, le décrètage des bassins et l'entretien des équipements des stations de pompage ont été menées dans les différentes zones de la capitale du Sénégal, selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Pour avoir des résultats probants avant l'hivernage, il faudra que le gouvernement et la population travaillent ensemble et que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour préserver notre cadre de vie. Cheikh Tidiane Dièye s'est exprimé au micro de Ndella Ndiaye. Vous vous en souvenez sans doute, lors de la réunion d'évaluation de l'hivernage 2024 que j'avais présidée le 12 décembre dernier, dans les recommandations, j'avais appelé à œuvrer à atténuer l'effet anthropique en promouvant un nouvel état d'esprit grâce à la stratégie de mobilisation, de communication et de sensibilisation qui serait plus adaptée, ainsi qu'un renforcement de l'implication et de la contribution des communautés dans la lutte contre les inondations. En effet, le diagnostic que j'avais fait aussitôt après mon installation avait permis de constater le faible engagement communautaire et une prise de conscience également faible, combinée à cet effet anthropique dont je parlais tout à l'heure, qui faisait qu'il était difficile d'avoir des résultats satisfaisants. Puisque souvent, on s'installait dans des zones non édificantes,
on exerçait ou effectuait des branchements clandestins sur les réseaux d'assainissement d'eau pluviale et d'eau usée, ainsi que des aménagements qu'il ne fallait pas mettre dans des réseaux hydrographiques. Ce qui a favorisé, bien entendu, vous le savez, la persistance, voire l'accentuation des inondations à plusieurs endroits de nos villes, avec le déplacement du front urbain dans d'autres zones, ainsi qu'une approche dans la gestion des inondations qui était jusqu'ici guidée par une approche ou une posture ou méthode techniciste. C'est pourquoi ce qui avait fini d'ailleurs de contribuer à développer chez certains citoyens, malheureusement beaucoup, une attitude quasi passive, disant que la gestion des inondations relevait plus de la posture ou de l'engagement ou de l'action de l'État plutôt que de celle des citoyennes et citoyens. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle, après avoir fait ce constat, que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait initié les journées Setal Sunu Réew, parce qu'il avait fini de comprendre qu'il fallait insuffler une dynamique citoyenne de changement de comportement parallèlement à tout ce que l'État devait faire. Si on ne change pas nos comportements dans la gestion de nos cadres de vie, de les inondations et de tout ce qui est autour, on aura toujours du mal à atteindre des résultats. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a validé ce lundi une étude sur la digitalisation du secteur, une validation politique de l'étude portant sur le cadre global de la mise en œuvre qui permettra d'accélérer le processus à travers l'élaboration et la validation du programme de digitalisation du système de santé de 2024 à 2029 qui regroupe 6 projets digitaux majeurs, un programme qui pourrait contribuer à l'économie nationale et à l'amélioration des soins de santé des Sénégalais, a souligné le docteur Ibrahima Sy, le ministre en charge de la Santé et de l'Action sociale au micro de Mansour Diassé. Il va aider à faire du secteur de la santé un secteur productif qui va contribuer à l'économie nationale. Surtout si on prend aujourd'hui nos structures de santé, ça va quand même accroître les recettes au niveau du système de santé. Aujourd'hui, on a le New Deal technologique qui est lancé. Je souhaite qu'on dise que c'est le secteur de la santé qui a été le premier à porter la révolution au niveau du Sénégal. C'est le secteur de la santé qui a eu à faire la digitalisation de toutes les procédures, tous les processus au niveau du pays. L'adhésion et la confiance des parties prenantes et des usagers à la digitalisation de la santé dépendront pour beaucoup des assurances que nous pourrons fournir en matière d'hébergement des données. L'étude a montré des défis importants en matière de connectivité et d'hébergement. À ce sujet, les fonds du projet PAENS sont en cours de mobilisation pour contribuer à cet effort national de digitalisation. J'en profite pour demander aux responsables des structures et établissements de santé de s'y préparer en désignant des points focaux santé numérique, en impliquant le personnel et en renforçant les infrastructures numériques locales, équipements de connectivité, ordinateurs et accès Internet. Et puis, Action pour les droits humains et l'amitié et le mouvement international d'apostolat des milliers sociaux indépendants, le MIAMSI Sénégal, expriment leur vive inquiétude suite à l'arrestation de Malik Diop, l'étudiant sénégalais, par les forces ukrainiennes. L'étudiant a été capturé dans des circonstances troubles. Les deux organisations dénoncent ainsi une violation des droits humains, invoquant le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par cela, ils exigent le rapatriement des Sénégalais expulsés en Algérie et qui sont au Niger. Écoutons le président de l'ONG ADA, Adam Omeng, au téléphone avec Mansour Diassé. Nos deux organisations, à savoir Action pour les droits humains et l'amitié ADA et MIAMSI, nous avons vu, à l'instar de tous les citoyens, une vidéo virale. Une vidéo qui a été partagée non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi qui a été partagée par la presse internationale, où on montre un Sénégalais, Malik Diop, accusé
de mercenariat par des soldats ukrainiens qui essayaient même de l'humilier. Raison pour laquelle, même si sa famille nous a saisis, mais nous nous sommes dit il est temps de rappeler à l'ordre, c'est-à-dire de revenir sur ces droits-là qui ont été bafoués, puisque des pactes ont été signés par l'Ukraine, des conventions ont été signées par l'Ukraine, mais sur cette affaire-là, on voit que l'Ukraine a violé carrément ces pactes et ces conventions-là. Raison pour laquelle nous avons lancé d'abord l'alerte en appelant le président de la République, les autorités sénégalaises de manière générale, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye en particulier, d'envoyer le plus rapidement dans les brefs délais des émissaires, c'est des missions diplomatiques et juridiques qui vont aller enquêter d'abord sur la situation de Malick Diop pour voir dans quelles conditions il a été arrêté. Deuxièmement, d'exiger sa libération sans condition dans les plus brefs délais. Et le troisième élément, c'est nous allons saisir la Commission africaine des droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits. Nous avons demandé à toute la société civile, nationale comme internationale, de se lever en un seul homme, faire tout que M. Malick Diop puisse rentrer au Sénégal. L'autre élément qu'on a parlé sur ce communiqué, c'est des Sénégalais, des compatriotes qui étaient partis en Algérie pour travailler, donc qui étaient en situation irrégulière parce que leur papier est arrivé à terme. Au lieu de renouveler, en attendant de renouveler, ils ont été arrêtés par la police algérienne. Mais ils les ont amenés au niveau de la frontière entre l'Algérie et le Niger, laissés à eux dans le désert. Ils n'ont pas reçu d'assistance de la part des autorités sénégalaises. Raison pour laquelle nous lançons encore une fois l'appel adressé au président de la République pour qu'il assiste ces Sénégalais-là. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Au moins 26 personnes, dont 6 enfants, ont perdu la vie ce lundi 28 avril dans le nord du Nigeria, dans l'état de Borno, après qu'un camion ait roulé sur une mine artisanale. L'état de Borno est le berceau et le bastion de Boko Haram, dont l'insurrection djihadiste a fait depuis 15 ans plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés dans cette région du pays le plus peuplé d'Afrique. Et puis en Côte d'Ivoire, une semaine après la décision d'un tribunal de décréter Tidjane Thiam inéligible et de le radier de la liste électorale pour la présidentielle d'octobre prochain, un responsable du ministère de la Justice a rencontré la presse ce lundi pour clarifier la situation, l'occasion notamment d'assurer que le leader du PDCI n'était pas apatride et qu'il n'avait plus sa nationalité ivoirienne au moment de s'enrôler sur les listes en 2022. Et puis panne électrique, le gestionnaire du réseau électrique espagnol a écarté ce mardi 29 avril la piste d'une cyberattaque pour expliquer l'origine de la panne géante qui a frappé lundi l'ensemble de la péninsule ibérique, assurant n'avoir détecté aucune intrusion dans ses systèmes de contrôle lors d'un point de presse. Eduardo Prieto, le directeur des opérateurs de RE, a assuré qu'au vu des analyses réalisées, l'incident de cybersécurité dans les installations du réseau électrique peut être écarté. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette grande édition du soir. C'est cet élément d'ailleurs qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Merci de nous rester fidèles.